Pidcock qui accélère. L'anticipation du Britannique au moment où Tim Wellens était en train de terminer son effort et Tadej Pogačar qui démarre. 78 km 500, Tadej Pogačar et Tom Pidcock qui attaquent dans ces Strade Bianche. Bon, à 2 km près. C'était prévu, c'était prévisible en tout cas. Après le gros travail de Vermeersch, le gros travail de Del Toro, le travail de Tim Wellens qui n'aura pas eu si longtemps que cela à travailler. Tadej Pogačar et Tom Pidcock passent à l'attaque. Nous sommes à 78 km 500 et c'est une nouvelle page de l'histoire certainement qui est en train de s'écrire aujourd'hui. Allez, deuxième couche. Deuxième couche. Il met la deuxième lame. Effectivement, Tadej Pogačar là dans la roue de Connor Swift et Tom Pidcock qui s'accroche encore. Il est fort le Britannique. Il arrive le plein de confiance. Très très bon début de saison. Très bonne adaptation avec sa formation et on prend des risques là. Ah oui, partie descendante. Et quand on voit Pidcock qui est quand même l'un des coureurs les plus adroits et quand on voit Pidcock avoir pas des difficultés mais quand même à suivre Tadej Pogačar, ça montre bien que Tadej Pogačar il sait tout faire et voilà, très à l'aise sur sa machine. Il va passer. Et il va le faire. Il va passer. Ouais, il lui a demandé, hein, on l'a vu juste avant se retourner, oui. Il a dû lui dire de passer. Tom Pidcock qui va prendre son relais. Bon, qui va quand même en profiter tranquillement pour prendre un gel. Hein. J'appelle pas ça un relais moi. Il calme le jeu. Voilà plutôt. Il y va à son rythme, c'est ça. Et regardez, le passage de Pidcock en tête, ça a permis à Connor Swift de faire une partie de son retard sur le duo. Là, il n'est pas très loin. Pogačar va vouloir se débarrasser de Tom Pidcock au plus vite et que pourquoi pas. Tadej Pogačar qui part à la chute. 49 km 800 la chute de Tadej Pogačar qui remonte vite sur son vélo et regardez, il est bien touché. Regardez l'épaule gauche du champion du monde. Tadej Pogačar qui chute rarement. Tadej Pogačar rarement au sol. Eh bien Tadej Pogačar est tombé. Tom Pidcock désormais est seul devant. Le premier coup de tonnerre dans ces Strade Bianche 2025. Tadej Pogačar qui tombe 30 km après son attaque. Il passe vraiment très tendu tous les virages, toutes les descentes et cette fois-ci c'est pas passé. Ouais. Là c'est pas passé, il a pris tous les risques. Il a pris tous les risques Tadej Pogačar. Il s'est tombé très fort quand même pour le champion du monde. Connor Swift qui lui a réussi à freiner et à rester sur son vélo. Regardez comme Tom Pidcock lui il arrive à rectifier. Ouais, et puis une erreur de trajectoire. Hein. Il suffit de comparer la trajectoire de Pidcock avec celle de Pogačar, changement de vélo. Alors qu'il va changer de vélo. Hein. Pogačar a abordé ce virage un peu à la corde, alors que Pidcock était bien à l'extérieur. Et voilà, trop en confiance, Tadej Pogačar. Et là, ça redistribue un peu les cartes, alors qu'on y arrive dans cette première ascension du Pinzuto. Le voici se coller Pinzuto et effectivement ça peut changer pas mal de choses. Tadej Pogačar qui va dans un premier temps devoir rentrer sur Tom Pidcock qui lui continue forcément à 49 km de l'arrivée. Il n'est pas tombé et ne va pas ralentir, ne va pas attendre le champion du monde évidemment. Il va continuer. Le voici seul au milieu des tifosi, seul en tête des Strade Bianche. Ouais, tout peut arriver et c'est vrai que là il y a un excès de confiance mais il y a aussi je pense que quelque part Tom Pidcock lui met la pression à Pogačar parce qu'il le sait que Tom Pidcock est très à l'aise dans les parties techniques. Est-ce que c'est pas pour lui montrer aussi un petit peu regarde moi aussi je sais descendre et tu me lâcheras pas dans les parties techniques et puis c'est là qu'on va à la faute. Je pense que quelque part Pidcock lui a mis une petite pression psychologique sur les parties techniques à Pogačar aujourd'hui. Ah, par contre, là, ce qui va se passer, c'est que là, il sait très bien que Pidcock ne l'attend pas. Je parlais tout à l'heure d'un éventuel pacte de non-agression entre le champion du monde et Pidcock. Là, si tout va bien physiquement pour Pogačar, quand il va revenir sur Pidcock, s'il a les moyens physiques de le faire, il va lui remettre une petite couche. Hein. Oh, il va le flinguer, il va rentrer, il va partir, on est d'accord. Regardez, là, il va se relever gentiment. Ouais, il se relève. Il va l'attendre. Ah oui, je t'attends, ça fait un moment que je t'attends Tadej. Qu'est-ce que tu fous? C'est très bien joué de la part de Pidcock. Pidcock, Pogačar sont donc réunis devant, il reste 45 km à parcourir. Et attention parce que là il accélère, Tadej Pogačar, l'accélération du champion du monde. Après ce virage où il était parti à la faute tout à l'heure, on entre dans l'avant-dernier chemin et l'accélération de Tadej Pogačar, Tom Pidcock qui réagit immédiatement et qui reste bien calé dans la roue du champion du monde. Parce que là, on est en train d'accélérer véritablement pour le Slovène. Allez, au train.
rappelle, hein, c'est le mont le plus long, le plus dur. Et Tom Pidcock est en train de perdre le contact avec Tadej Pogacar. Faut vite revenir pour Tom Pidcock. Il est là, il est toujours là. C'est fini. Et il est perdu. Non, c'est fini. C'est fini. Il a perdu le contact. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres et c'est terminé. Tadej Pogacar à 18 km 500 qui est en train de faire la différence, peut-être définitivement, pour s'envoler vers une 3e victoire sur l'Estrade Bianche. La flamme rouge, le dernier kilomètre de ces 213 km de course pour Tadej Pogacar qui aura tout vécu aujourd'hui et qui va s'offrir la victoire. Ah, ce ne sera pas la victoire là, avec les petits maillots Poggi Team là. Ce ne sera pas la victoire la plus simple de sa carrière malgré tout. On a connu des numéros plus faciles de la part de Tadej Pogacar. Mais malgré tout, celle-ci est belle parce qu'il a connu la chute aujourd'hui. Et il s'est relevé. Il est remonté sur son vélo. Il est reparti de l'avant. Est-ce qu'il a vraiment douté un moment? On n'en est même pas certain. Ah, ce sera moins facile. J'ai plus en tête les écarts l'an passé, mais il doit y avoir plus de 3 minutes sur son dauphin l'an passé. 2,44. Ah, 2,44. Oui, c'était vraiment relevé pour finir, mais c'est vrai qu'il avait navigué pratiquement sur les 60 derniers kilomètres avec plus de 3 minutes d'avance. Là, l'avance est moins confortable, mais avec 1 minute 15, voilà, il peut tout de même savourer cette dernière ascension qui n'est pas très facile non plus. La Via Santa Caterina pour Tadej Pogacar, maillot de champion du monde sur le dos, 500 mètres à parcourir. On attendait une attaque de loin de la part de Tadej Pogacar aujourd'hui. Elle a eu lieu, pas aussi loin que l'année dernière, mais presque. C'est à 78 km 500 après le travail de ses coéquipiers que Tadej Pogacar s'est dressé sur ses pédales, qu'il s'est en allé en compagnie de Tom Pidcock. Il a ensuite connu la chute, tombé à 50 km de l'arrivée. Tadej Pogacar s'est relevé, Tadej Pogacar est reparti et Tadej Pogacar a déposé Tom Pidcock pour s'offrir une 3e fois l'Estrade Bianche. La Piazza del Campo va accueillir le champion du monde, une nouvelle fois vainqueur d'Estrade Bianche. Amoché tout de même, le maillot arraché, quelques égratignures, du sang sur le maillot, mais Tadej Pogacar, le doigt levé, qui célèbre et qui montre que même lorsqu'il tombe, il se relève. Ouais, en patron, son équipe en patron, hein, qui a su assurer la poursuite derrière l'échappée matinale. Les Isaac Del Toro qui ont fait un gros travail, les Tim Wellens, voilà, c'est un peu à l'image de la course féminine où il y a un gros travail de toute l'équipe FDJ Suez. L'équipe UE a bien fait le travail et Pogacar en tire les lauriers. Tac de Joao Almeida. Lui au pied on le voyait pas, il était en 20e position, il attend son heure, il nous a fait du Almeida. Et là ça va y aller. Et toujours Vingegaard hein, qui a fonctionné. Ah, il va le faire. Hein. Et le contre de Jonas Vingegaard. Et là, ça va beaucoup plus vite. Lenny Martinez arrive à suivre. Et Matteo Jorgensen qui ne peut pas venir. C'est vrai, j'avais attaqué le premier. Et puis ensuite, ça avait été plus compliqué. Lors de la victoire de Tadej Pogacar. C'est fini. Toutes les équipes éditoriales autour de Thomas Coupé. Toute la régie autour de Marco Gaffori, il est obligé d'y aller tout seul. Et Jorgensen qui fait le boulot. Lenny Martinez est toujours là. Ouais, il est costaud Almeida, il est costaud, hein, mais il a du mal à surprendre ses attaques. Il n'y arrive pas, le problème c'est que physiquement il est limité. Il aimerait bien. Ouais, mais personne n'y arrive. Lenny s'accroche. Il se retourne, hein, Vingegaard. Hein. Et il est sorti, Almeida. Il a réussi à sortir, Joao Almeida, il a décroché tout le monde de la roue. Pour aller contester peut-être la victoire d'étape à Vingegaard. 200 mètres encore, Jonas Vingegaard qui se met en danseuse. 150 mètres de l'arrivée, Joao Almeida qui revient, le Schelmose qui est là, Jorgensen un petit peu plus loin, Lipovic qui s'accroche encore comme Lenny Martinez. Il rentre Almeida. Et dans le dernier virage, il restera 100 mètres. Joao Almeida qui est à une roue de Jonas Vingegaard. Il va passer Joao Almeida. Il va venir coiffer Jonas Vingegaard sur la ligne d'arrivée et relancer en tout cas ce Paris-Nice. On va déclencher le chrono parce qu'il y aura des secondes de bonification pour Vingegaard qui va reprendre du temps également sur Matteo Jorgensen. On est parti pour les 27 km les plus explosifs de la saison cycliste. C'est parti. Il sera rentré dans la Cipressa en tête avec l'équipe IF, l'équipe de
Nelson Polez qui est tombé tout à l'heure. Il y a eu, ça fait que de se retourner, hein. Il y a un peu un mouvement. Hein. Philipsen dans les premières positions. On a mis pied à terre derrière. Et là c'est terminé. Hein. Ça s'était retourné. Je me doutais qu'il y avait eu il y a une chute. Il y a un coureur de l'équipe Cofidis qui est tombé, peut-être en remplaçant Aramburu. Et un coureur également de l'équipe Décathlon AG2R. C'est Aurélien qui est là. Aurélien Paré-Peintre au sol. Terminé pour Aurélien. Il reste Victor Lafay pour cette équipe Décathlon AG2R. Et c'est Tim Wellens. En personne. Tim Wellens, c'était maintenant. Avec Mathieu Van Der Poel en deuxième position. Ça s'écarte déjà pour certains. Et en plus c'est un équipier de Mathieu Van Der Poel, c'est Quinten Hermans qui s'écarte, il me semble. Non, Caden Groves, pardon, il est là, Hermans. Romain Grégoire est pas mal. Bon Pogacar il va attaquer là. Mais ils sont où les autres? Il est plus loin là-bas, Tadej Pogacar, il est derrière Julien Alaphilippe. Je vois personne d'autre assis, on voit Narvaez qui essaie de remonter. Philippe Ogana il remonte tout seul là. Il remonte tout seul, Tadej Pogacar. Regardez, on va le retrouver là, c'est plus facile. Voilà, marche arrière là de Fedorov. Déjà des surprises. Hein. Et le boulot de Narvaez, terminé pour Philipsen. Il ne s'imposera pas, il ne conservera pas son titre, Jasper Philipsen. C'est le dernier sprint de Narvaez. Ça a fait péter Trentin derrière, ça casse encore. Ghana qui suit, Mathieu Van Der Poel qui est là, Romain Grégoire qui fait l'effort pour rester au contact. Bon le record de la montée on va le battre aujourd'hui, ça c'est sûr. La grosse montée de Romain Grégoire avec les meilleurs. C'est Mohoric qui se replace ou pas? Je le vois pas non plus, Matej Mohoric, il est pas là, il n'y a pas de Bahreïn devant. Michael Matthews qui est là. C'est parti pour Pogacar. À 3 km du sommet qui même me suit. Pour l'instant Ghana, tiens, Mathieu Van Der Poel aussi. Romain Grégoire s'accroche. Voilà. Mais qui va rouler avec lui après? Personne. Personne. C'est terminé. Il les a décrochés. Ghana qui fait de la résistance, mais c'est trop dur. Et maintenant, il faut prendre des secondes. Il faut creuser. Pour l'instant, il ne creuse pas. Ghana qui tient. Van Der Poel qui est là. Et Romain Grégoire. Héroïque Romain Grégoire. Même s'il incline du chef, hein, Romain Grégoire. Allez, gamin, faut s'accrocher. Attention, Poggi va attaquer. Il s'est mis derrière, il attaque tout de suite. Au pied du Poggio, attaque de Tadej Pogacar. Philippe Ogana va devoir s'accrocher. Mathieu Van Der Poel est là. Il va devoir freiner. Attention, bientôt épingle droite. Et regardez Ghana, il reste à son rythme. La vision sur sa cible. Attention ce petit virage là en dévers. Ça c'est pas bon pour Ghana qui se met pour danseuse. À la relance c'est plus compliqué. Il reste le cul sur la selle, Philippe Ogana. Mais il est là. Il est là encore, Philippe Ogana. Et Poggi doit se dire mais je vais pas arriver à le détacher, Mathieu Van Der Poel. On n'est pas dans les pentes encore les plus raides. On va arriver dans ce passage à 8%. C'est peut-être là qu'on va encore changer de rythme pour Pogacar. Ça recule pour Philippe Ogana. Et si Van Der Poel compterait? Il l'a pas fait dans la Cipressa, on y a cru à un moment donné, on était peut-être un peu loin. Là, à moins de 9 km de l'arrivée, pourquoi pas? Pour l'instant, il n'a pas envie de le contrer, il ne le relaie même pas. Pour l'instant, il reste dans la roue du champion du monde. Et regardez, Ghana va rentrer. La relance, allez, derrière, est-ce qu'il va nous en mettre une petite? Il est sorti un peu large, là, Philippe Ogana. Et la relance de Tadej Pogacar, tout de suite. Et cette fois, Mathieu Van Der Poel est à une roue. Il est facile, Van Der Poel. Sur les efforts d'une minute, il est costaud, le français. Oh, c'est dur. Il l'a vu. 2 mètres. Un vélo. Heureusement, on arrive là dans le virage. La relance derrière, elle va faire très très mal. Pogacar est plus léger. Les motos, comme d'habitude, les motos. Il l'a vu. Malin, Van Der Poel. Petit coup de bluff, à mon avis, de Van Der Poel. Carrément. Si t'es bien, tu lui laisses 1m50. Et c'est dans 800 mètres qu'on a les plus forts pourcentages là au niveau des serres. Ils sont pas loin derrière. Si Pogacar dans 600-700 mètres, s'il va en remettre une, ne parvient pas à lâcher Mathieu Van Der Poel, il pourra pas finir seul. Quelle résilience de Philippe Ogana derrière. Comment il fait pour pas lâcher, pour pas craquer. Nouvelle accélération. Nous sommes dans les pourcentages les plus durs du Poggio. Et Mathieu Van Der Poel est toujours là. Grimaçant Tadej Pogacar. Les deux sont à bloc. Franchement, Pogacar, il est pas à la muse là. Les mains dans le creux du sein de Van Der Poel. Et les tifosi qui vont pousser, qui vont aider Philippe Ogana, le pousser vocalement bien sûr. Je le vois arriver. S'il rentre, il va contrer. Le contre de Van Der Poel.
il n'arrivera pas à le lâcher. En tout cas, Pogacar ne parviendra pas à lâcher Van Der Poel, car les 600 derniers mètres, il y a beaucoup moins de pourcentage pour aller au virage de la, au virage de la cabine téléphonique. Il n'y en a plus de cabine, mais on l'appelle toujours ainsi. Ouais, on a enlevé la cabine, malheureusement. Elle est dans le jardin d'Alain Bondu. Et le compte, je l'ai dit, annoncé de Mathieu Van Der Poel. Et là, il y a un écart. Ah, il s'est fait surprendre, Pogacar. Il s'y attendait pas, hein. Pourtant. Il va rentrer. Il va rentrer, le champion du monde. Il revient sur Mathieu Van Der Poel. Et attention à la descente. Hein. Attention à la descente. Pour qui? Moi je pense pour Poggi, t'as raison Jackie. Et c'est le seul qui ose attaquer Pogacar, Mathieu Van Der Poel. Il le sait. Eh oui. Tu m'as fait mal, qui lui dit. Excellent. Mais là, l'objectif, c'est vraiment de s'entendre, parce que Ganna, oui, il est à 15 secondes, mais ça peut le faire pour Filippo Ganna. Vous lui arrivez à 2-4-3. Surmotivé maintenant l'Italien derrière. Allez, le virage. Le virage, c'est la fin du Poggio. On déclenche le chrono, Jackie. Est-ce qu'il y a vraiment 18 secondes? Il y a beaucoup moins que ça. Il y a 9 secondes. 10 secondes, ouais, 10 secondes. Mais attention, il descend moins bien, Filippo Ganna. Tout dépendra de l'attitude de Van Der Poel et Pogacar dans cette descente. Je pense qu'ils vont quand même avoir besoin un peu de récupérer aussi dans la descente. Ils en ont fait des efforts. Faut pas partir à la faute devant, ils le savent. Ah, mais Ganna, il va prendre tous les risques. Et lui, il va prendre tous les risques. Quitte à se mettre sur le toit. Et cette descente, on va la suivre au drone, comme avec les filles tout à l'heure. L'essai cette fois, mais de la descente du Poggio. Voici les 5 derniers kilomètres à 500. Normalement, sur le papier, Van Der Poel est plus rapide que Tadej Pogacar. Mais rappelez-vous, Tour des Flandres, la victoire de Asgreen face à Van Der Poel. On aurait tous mis notre baraque sur Van Der Poel. Van Der Poel, c'est déjà 3 Flandres, 2 Roubaix, 1 Milan-San Remo. Pogacar, c'est les 4 monuments. Lombardie, Liège, Flandre, 3 monuments, pardon. Ouais, il lui manque San Remo et Paris-Roubaix, Pogacar. C'est sympa en drone. Pour Ganna. Et il est pas loin, il n'y a pas 13 secondes. Il n'y a pas 13 secondes, il n'y avait déjà pas 18 tout à l'heure au sommet. Il y a 7. Il y avait 10 et là maintenant il y a 8 secondes, ouais. Le peuple italien derrière Filippo Ganna, évidemment. Toute l'Italie rêve d'une victoire del Grande Pippo. Filippo Ganna qui va rentrer juste après la flamme. 800 mètres et Ganna qui rentre. Et il va attaquer direct. Ouais, mais non. Là, il a besoin de souffler un peu, l'Italien. C'est normal. Devant Van Der Poel. Pas sûr que ce soit la meilleure position. Ganna, il va anticiper. Et ça, c'est 200-300 mètres pour récupérer. Ça, c'est bon pour Ganna. Et ça va se jouer entre ces trois. La 116e édition de Milan-San Remo. Mathieu Van Der Poel en tête. Tadej Pogacar en 3e position. Filippo Ganna au milieu. 500 mètres de l'arrivée. De ne pas lancer trop loin. Un sprint au bout de 6h20. C'est 160, 200 mètres maxi. Pogacar qui veut lancer de loin. Il va vouloir. Oh, bien joué. Tel un pistard, un sprint décollé. Mathieu Van Der Poel qui va. Filippo Ganna qui fait l'effort et qui va emmener Tadej Pogacar. C'est loin pour Mathieu Van Der Poel. Est-ce qu'il va tenir jusqu'à la ligne? Il prend un vélo, il prend 2 vélos. Filippo Ganna qui fait l'effort. Tadej Pogacar qui reste bloqué derrière l'Italien. Et Mathieu Van Der Poel qui décroche Milan-San Remo pour la 2e fois de sa carrière. Filippo Ganna encore battu, mais il sera sur le podium. Et Tadej Pogacar, comme l'année dernière, va terminer 3e. Attention pour le départ de la 122e édition de Paris-Roubaix. L'Empereur du Nord, c'est maintenant, en ce dimanche de folie sur Eurosport, avec Audrey Cordon-Rago, avec Steve Chédel et Jackie Durand. On attend les premières escarmouches, les premières tentatives d'échapper. Il y en a pour 259.
Bon, les 100 mètres, je vous en fais cadeau. Et je vous parlerai aussi des 55 km 300 de secteur pavé. Allez, c'est parti pour le peloton. Dans un petit kilomètre, il y aura voilà, cette humidité. Regardez, tout le monde est bien passé. Hein. Tadej Pogačar est déjà là. Mats Pedersen est bien là. Mathieu Van Der Poel un petit peu derrière. On parlait des équipiers, pas trop en perdre aussi sur les secteurs. On a perdu Stuyven là, pour la Lidl Trek. Philipsen. On a perdu Philipsen, qui peut-être pas celui qui va le plus travailler aujourd'hui pour Mathieu Van Der Poel. Stephen Koum aussi très bien placé. Il galère. Crevaison peut-être bien, non? Ouais, crevaison, je crois. Ouais, crevaison arrière. Première péripétie pour l'un des favoris aujourd'hui, Philippe Ogana. Ouais. Problème mécanique dans le premier secteur, le secteur de Troisville. Oula, le vent plein de côté, plein le côté. vent de côté, ça va être explosif derrière. Ça va être explosif derrière, les amis. C'est derrière. Ça va bordurer là. Ça va bordurer sur ce secteur derrière, parce que derrière ça va rouler très vite. Secteur décisif, comme souvent le secteur d'Aveluy, avant la trouée d'Arambert, ce pavé dangereux. Et c'est Pogačar qui accélère. Attaque de Pogačar là, Tadej Pogačar qui est en train de partir. Oh, c'est une grosse accélération de Tadej Pogačar à 103 km de l'arrivée. Mats Pedersen est placé et ça s'envole. Et ça ventile le peloton. Que va faire Mathieu Van Der Poel? Bon, il va y aller Mathieu. C'est dans le C'est virage, parti, ça c'est passe. parti pour Arambert. Entrée du peloton, entrée du groupe Pogačar dans 22 secondes et comme d'habitude, on se retrouve à la sortie de la trouée, sauf incident. Et son plateau Attention, accélération de Mathieu. La réponse de Mathieu Van Der Poel. Ouais, on a perdu le bidon pour Mathieu Van Der Poel. Qui préfère être là que sur le côté où il y a du vert. Et surtout avoir la vision totale sur où mettre sa roue avant. Faut garder les roues là. On va peut-être se priver de ses équipiers. Mais si ça casse là, on va se retrouver entre champions. L'explication finale a commencé à 83 km 300 de l'arrivée. Mathieu Van Der Poel a un équipier avec Jasper Philipsen. Ils ont un coup d'avance en compagnie de Mats Pedersen, de Tadej Pogačar et de Stefan Bissegger. Wout van Aert essaye de revenir. Il est à 24 secondes de la tête. On autorise les voitures à passer. Le groupe de poursuivants n'est qu'à 28 secondes. Et attaque de Pogačar. C'est parti. Il a bien bluffé. Il nous a bien bluffé ou alors il bluffe encore, Martoni? Oula. Ça va vite, ça va vite, ça va vite. Et Pedersen qui sort. Il a eu un petit problème, Pedersen. Il est obligé de relancer, il est crevé. Il est arrivé trop vite dans le virage, crevaison ou avant. -1. C'était évident qu'il allait avoir encore des problèmes mécaniques. Et cette fois il est parti, Tadej. C'est Bissegger qui fait l'effort derrière. Il a raison, laisse passer Stéphane. Ils sont deux, ils vont tomber. Maintenant dans la roue. Par contre ça va accélérer fort. Ouais. Mathieu Van Der Poel il va se sortir les watts là. Bon, je crois qu'on y voit un petit peu plus clair. Regardez, c'est déterminé le Mathieu. Et ça rebondit pas tant que ça. Bouche fermée. Ouf, ça va être compliqué pour Tadej Pogačar. Mathieu Van Der Poel, il est venu pour égaliser aujourd'hui. 8-8 en termes de monument. Il me fait peur le petit là, parce que devant il prend les virages, pleine balle. Le retour de Jasper Philipsen. Et là Mathieu, il roulotte. Une 14. On y voit beaucoup plus clair. Alors que Wout van Aert est distancé. Wout van Aert n'arrive pas à suivre. Obligé de laisser partir son jeune coéquipier. Et Jonas Ruch. Ça accélère fort. Ça accélère fort là. Grosse accélération de Mathieu Van Der Poel. Le jeu parfait d'Jasper Philipsen qui reste dans la roue du champion du monde slovène. Belle réaction de Pogačar. Oh, c'est dur Philipsen. Oh, c'est dur. Oh, c'est trop dur. Explosion. Il est en train de lâcher Jasper Philipsen. Mathieu l'a vu. Je pense qu'on lui a dit à l'oreillette. Mathieu il s'est tourné, il a coupé son effort. Il garde Philipsen. Attention, on la joue à deux. Mais il va pas savoir. Pogačar va y aller. Pogačar. Ça va être derrière. On va tourner à droite. C'est et là, bien il y a joué. cette bosse. C'est le moment pour essayer d'attaquer Van Der Poel. Pour Pogačar, c'est quand on va tourner à droite là. Et Philipsen aussi, en même temps. Parce que Philipsen, à mon avis, dans 3 minutes, il est à 400 mètres. Ça monte déjà là. On est déjà en prise là.
Attention, attention. Allez, attaque de Pogacar. Il y va, il fait la relance, Tadej Pogacar. Mathieu Van Der Poel dans la roue. Et Philipsen n'est plus là. C'est du 1 contre 1. Il en remet. Et il le sait, Van Der Poel, il est vraiment calé dans la roue. Il va pas le lâcher là. Hein. C'est moins long que le vieux Quarmont. Et surtout essayer de le surprendre sur un secteur ou dans un endroit pas forcément propice à faire mal. Mais là on le voit, le vent est complètement de face juste avant. C'était pas forcément l'idéal. Là voilà, il va prendre vent de côté, vent de dos. Attention, ça tombe à l'arche pour Poggi. L'inexpérience. Dépêche-toi vite. Poggi à la faute. Il a déraillé. Et Mathieu Van Der Poel va pas l'attendre, bien sûr. Et ça va rentrer vite derrière, hein, Philipsen. Aïe aïe aïe, la voiture change de vélo. Change de vélo direct. C'est fini. C'est peut-être fini pour Tadej Pogacar. À 37 km 900 de l'arrivée. La pression Mats Pedersen, l'inexpérience et une petite faute qui va lui coûter cette édition de Paris-Roubaix. Peut-être, ça reste Tadej Pogacar. Là, on va voir si Tadej Pogacar n'est pas capable de boucher 20 ou 25 secondes. Le moment peut-être décisif. Il est resté sur le vélo, presque sur le vélo. En tout cas, pas une grosse chute. La roue avant qui a planté un petit peu, mais il n'a pas de chance dans sa chute. Ouais. Là, il y a une famille qui s'est fait des souvenirs. De 12, on est passé à 18 secondes. Pogacar qui coince. Pedersen, Van Aert. À 2 minutes, ça c'est le match dans ce petit groupe pour le podium. Il l'aperçoit dans cette ligne droite là-bas, il l'a vu. Mais c'est dur pour Pogacar qui doit le sentir. Qu'il perd du temps, qu'il bute, il pédale un peu avec les oreilles. 410 bornes. Oh, crevaison! Là. Et ben là c'est fini. C'est terminé. Mathieu Van Der Poel va remporter Paris-Roubaix. Oh, il reprend son premier vélo. Vai, ouais, bah là c'est fini. Là on partira avec 40-45 secondes de retard. Heureusement qu'il a 2 minutes d'avance sur le groupe Pedersen, Van Aert. Ouais, je crois qu'il est résigné, Pogacar. Il fait vraiment l'impression de quelqu'un qui joue la 2e place. Jacques Brel a voulu voir Vierzon et il a vu Vierzon. Pogacar il a vu voir Roubaix. Et il s'en rappellera de l'enfer du Nord. Lorsqu'il était à 20-30 secondes, on n'est évidemment pas à l'abri d'un incident. Là, 1 minute, ça va le faire. Et puis là, on voit, il rebondit beaucoup plus. Il n'y a pas la même puissance que Mathieu Van Der Poel. Les mains au niveau des cocottes, le vent de travers. Il est en souffrance. Il est en souffrance, la Pogacar. Il a un problème mécanique. Il a un problème mécanique. Se retourner. Oui, il a un problème mécanique. Il fait passer la voiture, changement de vélo. Il a de la marge, on le disait. Il a une 0,8. Oh, le vélo. Mais là, il faut le faire bien. Reste tranquille, t'as le le vélo temps. qui est à la place du leader. Il a déjà changé de vélo tout à l'heure. On lui redonne son mulet. Ouais, mais ça a été propre. Ouais. Avec cet avantage des minutes 10, il a perdu 15 secondes au grand maximum dans ce changement de vélo à la sortie du carrefour de l'Arbre. Allez, regardez Jackie. Il est mort. Image incroyable. On n'a pas l'habitude de le voir comme ça, lessivé, rincé Tadej Pogacar. La flamme rouge. Et pour la 3e fois, Mathieu Van Der Poel va venir dompter l'enfer du Nord. Mathieu Van Der Poel qui peut savourer. Il a un tour et demi avant la ligne. Il va pouvoir regarder le dernier tour de Tadej Pogacar. Il en aura terminé avant que le champion du monde rentre sur le vélodrome avec un écart de 1 minute 20. Comme Pauline Ferrand-Prévot hier, on va pouvoir partager avec le public pour Mathieu Van Der Poel qui n'en croit pas ses yeux. Le nouveau roi des Flandres, Mathieu Van Der Poel, 8e monument. Comme Octave Lapisse, comme Francesco Moser, il va faire le triplé. D'abord un travail d'équipe, ensuite un travail de soliste. Cette vieille cloche qui va résonner. Sorti à 70 km de l'arrivée à 5. On a perdu sur crevaison Mats Pedersen, on a perdu sur crevaison Bissegger. Et après, parti avec Philipsen et Pogacar. Et c'est la 4e victoire néerlandaise consécutive. Les 3 de Mathieu Van Der Poel, celle de Dylan Van Baarle, c'était en 2022. Roubaix,
est devenu un petit bout des Pays-Bas. Mathieu Van Der Poel va aller chercher un 8e monument, 8-8 avec Tadej Pogačar. Rendez-vous la prochaine fois, mais pour l'instant, il y avait Mathieu Van Der Poel et les autres, défiés par Tadej Pogačar. Il peut bondir ce chiffre 3 et comme Philippe Gilbert sur le ronde, s'arrêter pour bondir le vélo. Tadej Pogačar qui rentre avec le sourire. Il a vu ce que c'était Roubaix, il va nous en parler dans quelques minutes. Il aura perdu sur une faute de trajectoire, sur un problème mécanique, un petit peu seul aussi. Très vite Tadej Pogačar, il a découvert Roubaix et la série est encore en cours. Il va être deuxième aujourd'hui, troisième à Milan-San Remo, vainqueur du Ronde de Van Vlaanderen et pourquoi pas être sur le podium des 5 monuments de la saison et aussi aller chercher un 4e Tour de France. La présence de Tadej Pogačar qui bonifie, qui grandifie, qui magnifie la victoire de Mathieu Van Der Poel. Monsieur tout-terrain capable. Et on voit, il apprécie, chapeau Tadej Pogačar qui a quand même pris un gros risque en venant sur ce Paris-Roubaix. Mais voilà, quelle campagne de classé qui n'est pas terminée, hein, puisqu'on le reverra sur Liège-Bastogne-Liège, contrairement à d'autres acteurs des Flandriennes. On le reverra au mois de juillet, on le reverra au Lombardie. Non, chapeau, monsieur Pogačar. Ça y est, il est un vrai cycliste. Il a fini Roubaix. Tadej Pogačar, deuxième de cette édition. Alors on est pas mal. Attaque de Pauline Ferrand-Prévot. Elle est très belle, très bon moment, hein, choisi par Pauline Ferrand-Prévot. On est dans un faux plat là, on va monter, voilà, et là on va redescendre à gauche. Elle va fort, elle va très très fort, Pauline Ferrand-Prévot. Moi j'avais peur qu'elle manque un petit peu de puissance sur ces longues lignes droites pavées, eh bien pas du tout. Elle emmène une bracasse énorme comme à son habitude. Allez, pas de crevaison, surtout pas de crevaison. Après, elle sait jouer, elle sait placer sa roue, protéger sa machine. Ça, il n'y a aucun problème pour Pauline Ferrand-Prévot. Ouais, on la voit très souple hein, sur le vélo. Elle laisse partir le vélo à droite, à gauche. Le marquage de Marianne Vos, magnifique derrière. Et Kopecky, elle est plantée, l'auto Kopecky. Elle ne réagit pas. Elles ont fait n'importe quoi aujourd'hui. Mais même si une Chloé Digger, qui est quand même l'une des meilleures rouleuses hein, du peloton, sort maintenant à 5 km de l'arrivée, à aucun moment l'américaine ne pourra reprendre 50 secondes à Pauline. Elle a été championne du monde de gravel, elle a été championne du monde de cyclocross, elle a été championne du monde de VTT, elle est championne olympique aussi de VTT. Et maintenant, après ce virage droite, écoutez, c'est Roubaix qui attend sa princesse. Elle le sait, encore un tour et demi, elle va entendre cette vieille cloche qui résonne dans ce vélodrome de Roubaix comme pour faire revivre la légende d'année en année. Elle va remporter la 5e édition de la course féminine. Après l'Irlande, après l'Italie, après le Canada, après la Belgique, c'est la France qui va s'imposer. Pauline Ferrand-Prévot qui est à Reims où il y a longtemps on couronnait les rois. Eh bien Pauline, tu es notre Marianne du vélo. Tu es immense Pauline Ferrand-Prévot. Pauline Ferrand-Prévot remporte Paris-Roubaix. Bravo Pauline. Il n'y a rien à dire. Elle peut savourer, elle a plus d'un tour d'avance, hein, un tour et demi à parcourir sur le vélodrome. Elle va franchir la ligne alors que pour la deuxième place on ne sera toujours pas dans le vélodrome. C'est énorme. Merci Profite. Pauline, merci pour ces émotions, c'est incroyable. Pour tous ces bons moments. Pauline Ferrand-Prévot au paradis. La fin de ce premier tour de circuit, il en restera 2 au passage sur la ligne. Le champion olympique a pris ses responsabilités. C'est lui maintenant qui emmène le trio de tête devant Joe Blackmore et Wout van Aert. Écart toujours supérieur aux 30 secondes vis-à-vis du groupe de chasse. Il fait encore des efforts, c'est encore lui qui fait cette montée. Il est costaud. Assez rapide, ouais, il est costaud, bien sûr qu'il est costaud. Parce que regardez, Remco il fait mal à Remco, il lui fait mal. Placé dans la roue. Et c'est trop loin de l'arrivée, c'est pas là, c'est le prochain tour qu'il faudra lui faire mal. Il est en train de l'user, Remco Evenepoel, peut-être de le dissuader, de tenter d'attaquer. Joe Blackmore est passé. Alors Remco accélère. Et là il va falloir être costaud, accrocher la ceinture de sécurité, c'est dur pour Joe Blackmore.
Quasiment en train de tout mettre. Remco Evenepoel, ils vont peut-être partir à 2. Joe Blackmore va devoir se faire la peau pour ne pas céder. Il est à 5 mètres, 6 mètres, 7 mètres. Ils vont filer les deux Belges sous l'impulsion du champion olympique. Oh, quel coup de Trafalgar de Remco Evenepoel. Et pour l'instant, ça tient pour Wout van Aert. Ouais, ça tient hein. Sur ce style de secteur. C'est pas là où il peut faire sauter Van Aert. C'est vraiment là, voilà, à la relance. Ils en ont fait sauter hein, déjà. Ou à la sortie du All-Strade dans une petite dizaine de kilomètres. Ouais, il se met debout, Remco Evenepoel. Ça doit faire mal à Wout van Aert. Ah ouais, mais ça doit faire mal pour tout le monde. Hein. Même pour Remco Evenepoel qui, on le rappelle, ça se voit pas comme ça au premier abord, est en reprise aujourd'hui. C'est heurté hein, chez les deux coureurs et le public. Écoutez-moi cette ferveur en Belgique. Oh, Van Aert est moins rond. Il pédale moins rond qu'Evenepoel. Regarde, c'est haché. Regarde, c'est en force. Steve. Il a tout à gauche. Monoplateau pour Van Aert. Non, quand même, ça ne devrait pas rentrer. Mais voilà, soyons méfiants. Mais il va pas falloir trop jouer dans le final quand même. Non, mais ce sont pas deux coureurs qui ont l'habitude de jouer. C'est deux coureurs qui veulent la gagne. Ils le savent, c'est une chance sur deux. Hein. En arrivant comme ça, voilà, à quoi bon vouloir faire perdre l'autre en ne roulant pas et en se tirant une balle dans le pied également. Hein. Surtout du côté de Evenepoel, hein, qui le sait. Hein. Plus la course va être rapide, plus il va y avoir des mouvements là devant. C'est à son avantage. Et Van Aert se dit, j'ai quand même une meilleure pointe de vitesse hein, que Remco. Hyper long. Oh, quelle tension, quelle ambiance, quelle ferveur. Et ça se regarde à 1 km 300. On n'a même pas encore franchi la flamme rouge. Et Van Aert ne veut pas passer. Veut-il surprendre? Veut-il prendre la roue de Remco Evenepoel pour le déboulonner dans les tout derniers mètres? Surtout ne pas reproduire les erreurs d'à travers la Flandre. Mais cette fois-ci, c'est un mano à mano, un duel d'hommes. Le braquet est très bon là pour Van Aert, ça tourne bien la patte, il peut pas être surpris. Remco Evenepoel qui regarde derrière, mais t'inquiète pas, hein, Van Aert il va tout miser sur son sprint, hein, il va pas tenter de t'attaquer à 800 mètres. Les 1000 derniers mètres de cette flèche Brabançonne. Il y aura un immense champion au palmarès pour succéder à Benoît Cosnefroy. Ce sera soit Remco Evenepoel, soit Wout van Aert à l'intox. Il s'est dressé sur ses pédales, mais il n'a pas du tout l'intention de passer. Bien sûr que non. Oh, et Remco il est agacé. Ça va le tendre ça, le champion olympique. Va-t-il en mettre une petite? Mais il connaît aussi la gentillesse de Van Aert, qui n'aime pas être dans cette situation. Gardez ses nerfs, Wout van Aert. Evenepoel, lui, à l'inverse, qui veut jouer sur l'intox, qui veut jouer sur la déstabilisation. Il vient du foot, on le rappelle. Il est joueur, Wout van Aert. Il est extrêmement joueur. Faut attendre le dernier moment. Ah, quoi qu'il arrive, on a un dernier kilomètre de folie pour ces deux coureurs. La pression. On s'en rappellera de ce dernier kilomètre de la flèche Brabançonne. 500 mètres. Ce sera un sprint court. Wout van Aert, il a déjà connu par le passé cette situation, notamment sur le Tour des Flandres face à Mathieu Van Der Poel. Mais là, c'est Remco. Pour moi, il est dans la situation idéale. Wout van Aert est dans la situation idéale. Et Remco qui attend, qui retarde au maximum le déclenchement de son sprint. Ça va jouer sur l'explosivité. On est aux 300 mètres maintenant. Qui va craquer? Qui va déclencher le premier? C'est Remco avec Wout van Aert qui est appuyé dans l'ombre. Il a pris la roue du champion olympique. Remco Evenepoel qui emmène. Il est en train de résister. Van Aert va passer peut-être. Van Aert qui est en train de caler. Il va relancer la machine, mais il va devoir certainement abdiquer. Le champion olympique réalise un retour gagnant et Wout van Aert est encore battu. Il avait tout bien fait, mais il en a manqué pour Wout van Aert. Confirmation que Wout van Aert n'est plus ce qu'il était en termes de sprint, mais Remco Evenepoel a mérité cette victoire. Il a quasiment tout fait de A jusqu'à Z. C'est parti. On rappelle un petit peu comment ça se passe. C'est dur au pied. Et après, ça sera dur, mais un petit peu moins dur. On va lisser. Ça va bien se passer pour nous. Impeccable. Il est revenu à Verona avec Chris Harper, avec Gianmarco Garofoli. Ah, Van Aert, il va se battre, parce qu'on le voit, et il est là. On aurait pu imaginer que s'il ne jouait pas l'étape, qu'il allait faire comme d'autres coureurs, se relever dès le pied. Mais le coureur de la Visma Lease s'accroche pour l'instant. On le voit là-bas à côté de Kevin Genietz. Alors que devant, ça s'est attaqué. Rémi Rocha a dégainé. Carlos Verona a été surpris. Mats Pedersen est en train d'essayer de le remonter. Regardez, Jackie.
Audrey et vous les téléspectateurs tout de suite. L'équipe IF qui met la pression avec Darren Rafferty. Oh oui, et là ça roule à fond. Rafferty, il peut pas rouler plus vite. Hein. Attaque de Chris Harper devant et qui dépose Alessandro Verret et Rémi Rocha. On aperçoit encore Garofoli et Quentin Paché juste derrière. Verret très costaud. Hein. Il revient assez facilement sur Harper. Il est fort, hein, Verret aujourd'hui. Impressionnant, Alessandro Verret. Ça serait la surprise du jour. Imaginez, ils sont en mission. Ah oui. On le sait, hein, il le sait, s'il veut gagner ce Giro, il doit durcir dans un premier temps pour écarter peut-être des équipiers Del Toro. C'est ce qui est en train de se... Oh, regardez Bernal qui n'arrive pas à suivre là-bas au fond. Il est distancé, Egan Bernal. Oh là 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 là, quel rythme Del Pied. Avec Arietta peut-être encore. Il ne reste plus qu'un équipier. Est-ce qu'il va y aller maintenant, Carapace? Ouais, c'est Steinhauser hein, qui va faire un dernier gros relais et Carapace va attaquer. Il va attaquer Del Pied. Oh, quel bonheur. Quel coureur. All in. Et regardez Isaac Del Toro. Ça y est, il est distancé. Carapace va attaquer. Préparez-vous, attachez vos ceintures. Richard Carapace est parti. Isaac Del Toro est esselé. C'est un mano à mano. Et derrière, autre un Simon Yates, expérimenté, ne va pas s'affoler, va monter à sa main. Il va lui en mettre. Hein. Accélération. On connaît la façon de courir de Richard Carapace. Il veut renverser ce Giro, renverser le Mexicain. Un duel latino-américain. Et on rappelle, hein, vous voyez, on est à 14 km du sommet pour les hommes de tête. Hein. On est beaucoup plus loin du sommet pour ces deux hommes. Simon Yates, il va tout seul derrière. Ah, il sait, s'il reste là, il va se faire enterrer. Il pourrait même se faire attaquer. En partant comme ça, il assure sa 3e place au classement général. Voire mieux, sait-on jamais. Oh, ça rentre fort, hein. Pour Yates. Il est fort, Simon Yates. Il a bouché presque 20 secondes. Et s'il contrait Simon Yates, et à 2, ça peut être intéressant justement de harceler Isaac Del Toro. Eh oui, hein, ça c'est peut-être pas une bonne nouvelle hein, pour le maillot rose de voir le retour de Yates. Ils vont être désormais 2 à l'attaquer. Le podium de ce Tour d'Italie à l'image, dans quel ordre, ça on ne sait pas encore. Impressionnant, hein, le retour de Yates, franchement. Parce que devant Carapace... Il s'est retourné Isaac Del Toro, on lui a dit dans l'oreillette. Ouais, il nous a fait un peu une Almeida, c'est-à-dire au pied du col. J'ai pas envie de suivre la grosse accélération des IF, pas suivre l'attaque franche de Richard Carapace. Oui, mais il est là. Et oui, donc Carapace coupe son effort en voyant Simon Yates rentrer. Eh ben allez. Et l'attaque de Simon Yates. À toi, à moi, on va le harceler. Et là, ça va grimper très très vite. Et il est là, Isaac Del Toro en difficulté. Oh là là. Et à 2, ils vont se relayer si Isaac Del Toro lâche. Non, Del Toro, le Mexicain qui revient. Ouais, il fait comme tout à l'heure hein, sur Carapace. Il revient au train lui aussi, assis. Des fois, vous savez, on met un peu de gravel, ouais, ça fausse les choses. On s'est calmé. Et hop, Simon y retourne. Alors que Derek G était en train de rentrer. Cette fois, Carapace ne fait pas l'effort. C'est pas bête. Hein. Carapace, il pourrait jouer avec Isaac Del Toro. Hein. Il a un petit peu d'avance sur Simon Yates. C'est pas à lui d'y aller. Au bout d'un moment, Isaac Del Toro va être obligé de se découvrir. Derek G qui rentre. Et regardez ce qui est en train de se passer. Carapace va en remettre une. Et voilà, Derek G lâché. Bravo. Et il est sur son rythme, hein, c'est ce que disait Jackie. Après, l'image est quand même étonnante tactiquement. Il a déjà fait le trou sur le 5e, sur le 6e, sur le 7e. Comme ça, à la pédale, qui va réussir à aller chercher le podium. Et regardez, Isaac Del Toro, il est au sprint pratiquement, Richard Carapace là. Il est en train de lâcher Isaac Del Toro. Le sparadrap mexicain va revenir. Assis. Tout assis. Et on n'est pas au sommet. Hein. Non, on a l'impression de voir des images des coureurs du général qui veulent basculer en tête. Mais non, on est à plus de 15 km du sommet. Et Yates continue. 18 secondes. 19. Alessandro Verret est toujours là dans la roue de Chris Harper. Regardez ce qui va se passer maintenant. On va rentrer sur ces Sterati. Toujours sur les mêmes pourquoi. pourcentages. Je sens que ça va jouer sur un problème mécanique.
Ah, il joue. Carapace est en train de jouer. Ça, j'aime bien. Il dit ok, j'arrive pas à lâcher mon ami Del Toro. Moi, j'ai pas gagné le Giro, mais toi non plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il va essayer de laisser quasiment 1 minute. Évidemment, s'il laisse 1 minute d'avance à Yates, Del Toro, il dit peut-être falloir que j'y aille. Et c'est Saboniez qui fait la bonne opération en ce moment. L'écart va s'accroître. Regardez, ça va remonter. Du col, ça risque d'être compliqué. On rebluffe, il est à l'arrêt. Il est à l'arrêt. Ah, il va pas craquer. Il va pas craquer, Del Toro. Il va pas craquer, mais il va peut-être perdre le Tour d'Italie. Ouais, Carapace, à un moment, on va lui dire. C'est du poker, c'est ce qu'il est en train de lui dire. Ouais. Et Derek G qui arrive. Et Carapace, là, il peut sortir du podium. Oh, attention bon. L'écart. Quel plaisir quand le vélo devient tactique. Avec la tête et les jambes, il redémarre. Ouais, ça c'est violent comme effort. Hein. J'attaque, je me relève. Un petit saut de chaîne pour Isaac Del Toro. Quel sang-froid de Del Toro, hein. Malgré le jeune âge. J'ai l'impression qu'il a pris une combi aujourd'hui, qu'il est allé couper. Regardez, derrière, c'est pas très régulier. C'est bizarre. Ouais, il est un petit peu plié, ouais. Entrée sur l'Esterati. Pour Saboniez, lui, il va un assistant qui l'attend. Le prochain bidon, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Donc je le vide un peu parce que c'est trop lourd. Encore 20 secondes. Et Saboniez sera virtuellement en rose. Oh, et ça revient pour Derek G. Qui commence à regarder un peu en bas, qui parle à la radio. Et en sursis, là, Verret. Chris Harper pour peut-être sa plus grande victoire. Il est en train de lâcher Alessandro Verret. Le coureur de Melbourne qui ne s'est jamais imposé sur un grand tour. Saboniez est leader du Giro. Virtuel. À 1 ou 2 secondes près. Que va faire Isaac Del Toro? J'imagine que dans la voiture du AE, on regarde ces écarts également. Ben voilà ce qu'il va faire, Isaac Del Toro. Il va commencer à passer. Oui, il a voulu jouer Richard Carapace et il voulait mettre sous pression le maillot rose. On a compris la stratégie de Del Toro au pied. On a dit tu fais tout en fonction de Richard Carapace. Yates, il est pas au mieux. On l'a lâché hier. Oh, Carapace qui est resté dans la roue de Derek G, mais qui a pris une petite cassure. Ouais, mauvais choix. 33 secondes d'avance maintenant, 34 pour Saboniez qui s'enfuit vers la gloire. Qui revient sur Cepeda et sur Sylvain Moniquet. Ça lui a servi de leçon, sa petite fringale, ses crampes. Il y a quelques heures, il a dû mieux gérer son alimentation, en faire moins dans l'échappée. Chris Harper d'ailleurs, rappelez-vous, quand c'est parti, il était loin. Il a lissé le début de son effort avant d'accélérer, de partir avec Alessandro Verret, puis de déposer le Transalpin qui devrait basculer avec plus d'1 minute 30 de retard sur l'Australien. 20 mètres. Et on va retrouver la lumière. Bon, pas de trace de Van Aert. On n'a pas vu Verona, on n'a pas vu Garofoli non plus. Passer. Normalement, ils doivent être devant. Ils doivent être devant, on les a pas revus. Saboniez qui a donc retrouvé Wout Van Aert. Derrière Isaac Del Toro. De le tout dans la descente avec Richard Carapace dans la roue. On s'est fait une frayeur tout à l'heure pour Saboniez qui a failli partir à la faute juste avant de retrouver le Belge. Le Belge qui va offrir maintenant un bel abri dans cette descente du Colle delle Finestre à Saboniez. Petite partie qui remonte là. Il roule plus Del Toro. Il a reperdu du temps. Il a reperdu 10 secondes là depuis que Van Aert. Il se serait pas fait peur, Isaac Del Toro. On n'a pas vu toutes les images. Et oui là. Et regardez. C'est pas à cause de ça quand même qu'il s'est arrêté. On a l'impression que si. Non, c'est pas à cause de ça. C'est pas possible. À cause de. On lui a parlé à l'oreillette, il dit arrête de ramener Richard Carapace, que c'est vrai, s'il roule à bloc avec Carapace dans la roue, il pourrait s'exposer à un contre dans la montée de Sestrière, mais c'est quand même un pari très risqué. S'il roule pas à bloc, regardez, ça fait 2 minutes d'écart maintenant. Fin de descente, Kelly qui se relève, Isaac Del Toro qui prend pas de relais, Carapace qui semble résigné. On a de l'orgueil en Amérique latine, regardez, c'est fini, c'est fini. Ou alors on attend quoi? On attend le retour de Brandon McNulty et des copains derrière, mais bon, le temps de les attendre, on sera à 4 minutes.
Et c'est pas ça qui va ramener Isaac Del Toro à moins d'1 minute 21. On se rappelle en début de Tour d'Italie, quand ça ne marchait pas pour Wout van Aert, quand on se sentait touché physiquement, moralement, on se dit que peut-être ça serait bien de rentrer à la maison pour la suite de sa saison. Eh bien, il fallait qu'il reste pour l'intérêt du collectif. Ah, du retour. Super. Pellizzari qui est revenu. Non mais Maïka et McNulty peut-être. Bardet qui roule pour Poul. Ah non, c'est Hamilton qui roule pour Poul. Il doit y avoir Brandon McNulty aussi Caruso. derrière. Pellizzari est là. Allez, terminé. Simon Yates qui va y aller tout seul maintenant. Garofoli et Carlos Verona ne pourront pas suivre. Il a tout donné. Wout van Aert. Chapeau. Chapeau Wout. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup du travail de Mats Pedersen, mais voilà, c'est la même trempe. Pedersen, Wout van Aert, on est leader, et quand on ne l'est pas, on se met au service d'un autre, et on le fait à fond. Incroyable. On va quand même prendre le temps de fêter Chris Harper. Ouais, pas de crampes, j'espère, parce que des crampes comme hier, ça vous arrête complètement. Hein. Vous pouvez perdre 3 minutes en 3 bornes. Pour l'instant, ça semble aller pour le grimpeur de la Jayco Alula. Et Caruso qui en met une petite comme ça, la première de ce Giro, suivi par Derek G. Pourquoi pas? Ah oui. Et bon, c'est Derek G qui est 4e et Caruso 5e. Donc Derek G, il suit tout de suite. Les derniers mètres, il peut savourer Chris Harper. Il va aller chercher une première étape sur un grand tour. Et quelle étape? L'étape reine de ce Tour d'Italie, 108e du nom, à Sestrières. Deuxième victoire d'étape pour cette équipe. Ouais, Luc Plapp avait fait un numéro également, et lui aussi. Il fallait se débarrasser des Carlos Verona, des Garofoli, des bons grimpeurs, des Peyo Bilbao qui étaient dans ce groupe de 30 coureurs. Bien géré, il a lâché Alessandro Verre sur le sommet de ses finestres. Luc Plapp avait remporté la 8e étape à Castelraimundo, 200 mètres encore, et un autre Australien de la Jayco Alula va aller chercher un grand bonheur, encore un coureur dans ce Giro d'Italia qui va chercher sa première victoire sur un grand tour, comme hier Nicolas Prodhomme. Chris Harper s'impose à Sestrières, au nez à la barbe de tous les grands leaders. Et on attend maintenant Alessandro Verre et Simon Yates, le futur vainqueur du Tour d'Italie. Les larmes d'Isaac Del Toro, peut-être, qui sont en train de s'abattre sur la ligne d'arrivée à Sestrières. Ou le champagne pour Simon Yates, qui est en train de réaliser, Simon Yates, qu'il va remporter le Tour d'Italie après avoir remporté la Vuelta il y a quelques années. Ce Colle delle Finestre qui lui avait fait tout perdre en 2018. Christopher Froome avait renversé le bocal, viré jusqu'au bout, au bout de l'effort. On ne le reconnaît plus, Alessandro Verre. Les deux yeux sont presque fermés. Il se retourne. Il va les faire deux. Et cette vapeur là qui remonte sous l'effet de la pluie. Le voici, le vainqueur du Giro. On pensait Carapace, on pensait Isaac Del Toro. Et c'est Simon Yates qui va s'imposer, offrant à la Visma Isebac un premier grand tour depuis la Vuelta il y a 2 ans. Remporté par Sepp Kuss, il se retourne, il n'y a plus rien derrière, 1 minute 21 de retard ce matin sur Isaac Del Toro, 2 secondes de bonification, dans 1 minute 19 il devient virtuel maillot rose, et je peux vous assurer que derrière ça ne s'entend plus, et d'ailleurs c'est même en train de ressortir avec Carapace et Isaac Del Toro, c'est du grand n'importe quoi entre ces deux là aujourd'hui. Carapace qui a voulu risquer de tout perdre pour gagner. Même chose pour Isaac Del Toro à l'arrivée. Tous les deux ont perdu. Regardez, il va bien, le maillot rose, physiquement ça va pas mal. Et Carapace qui en sort pour lui faire le sprint aussi derrière. Non, Carapace qui fera pas le sprint. Isaac Del Toro va aller chercher la 9e place devant Derek G. Bouche fermée. Oh là 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 là. Bouche fermée. Demain, Rome, la cité éternelle. Lui, les regrets seront sûrement également éternels. Isaac Del Toro, on peut le dire, a perdu le Giro aujourd'hui. La meute est lâchée, vous l'avez attendu, on l'a entendu. Wout van Aert accélère immédiatement. Il a déjà connu le succès sur ses routes. C'était en 2021. Il y avait 2 ascensions du Ventoux. C'est le premier à ouvrir les vannes aujourd'hui. Cyril Barth dans la roue, Louis Barret et évidemment Jonathan Milan avec son maillot vert sur les épaules. 171 km
à courir aujourd'hui. Direction le Mont Ventoux, étape mythique, étape iconique. On va se régaler, installez-vous confortablement. Alaphilippe, Mas, Trentin. 3 anciens de la formation Soudal Quick-Step qui sont aux 3 premières positions dans cette 16e étape. Direction le Ventoux. Un Français à l'avant. 7 autres Français dans le groupe Ben Illy, pointé à 1 minute 22. Le peloton est à 5 minutes 45. Et enfin, c'est un autre Français qui referme la marche, Thomas Gachignard, pointé à 14 minutes. Journée galère pour celui qui a des troubles digestifs depuis 2 jours maintenant. Voilà, c'est à partir de là qu'on va avoir les premiers faux plats. On parlait de Van Wilder, de Paré-Pin. Voilà, les derniers relais de Pascal Encorn pour la formation Soudal Quick-Step. Les derniers relais de Fred Wright pour permettre à Buitrago de se rapprocher de la tête de course. Et on va avoir un match. Parce que là, difficile quand même de dire si le vainqueur est un premier, un deuxième ou un troisième échelon de la course. Oh, pour le suspense, c'est parfait. Ouais, parfait. On place Jonas Vingegaard dans la route à Tadej Pogacar. 6 minutes 22 d'écart maintenant entre le groupe de tête. Le quatuor qui ouvre la route. Julien Alaphilippe en danseuse dès les premiers pourcentages. Le groupe Illy est à 1 minute 37. Et on est officiellement dans le Mont Ventoux. Regardez Arensman, comme d'habitude, il s'affole pas. Ils vont enlever les gants, voilà, il va se mettre en mode. On est parti pour une petite heure de montée. Ça sert à rien de s'affoler, ça fait pas 12 minutes. Voilà, c'est 1 heure. Et l'attaque de Valentin Paré-Peintre. On a vu le gros travail de Pascal Encorn, le relais d'Ilan Van Wilder et c'est parti pour le Français. Un grimpeur à l'ancienne, Valentin Paré-Peintre est devant l'attaque d'Henrik Mas qui réagit aussitôt. On continue de lisser son effort pour Arensman et Alaphilippe, mais Henrik Mas est parti. Il reste encore 14 km pour arriver au sommet du Mont Ventoux. Ouais, Henrik Mas, il n'est pas forcément fan de tous ces à-coups. Il doit sentir que voilà, les Arensman n'est peut-être pas voilà, aussi bon qu'il ne l'a été. Vous savez, lorsque vous n'êtes pas bien, le mieux c'est de prendre la tête de course justement et de monter à votre rythme. Donc, je ne vais pas dire qu'il endormissait tout le monde, mais voilà, il décide d'accélérer. Pour l'instant, il est énorme. Henrik Mas continue de creuser. 39 secondes sur Alaphilippe Arensman. Il fait jeu égal avec Ben Illy. Il le maintient à distance. 1,25. Le groupe maillot jaune est à 5 minutes 20. Ah, le duo Alaphilippe Arensman est sur le point de se faire reprendre par Ben Illy qui monte à son rythme. Arensman s'envole. Alaphilippe est un peu planté malheureusement. Les grimpeurs Illy, Buitrago, Valentin Paré-Peintre. Et on ne veut pas se faire reprendre pour le vainqueur d'Otakam, alors on accélère. On est au-delà de la minute maintenant pour Henrik Mas. Et 8 km 800 d'ascension. Et devant, un Français attaque, Valentin Paré-Peintre. Vraiment sur courant alternatif. Qui monte par à coup. Ouais, tel un pur grimpeur. C'est vrai qu'il y a quelques cours qui roulent au train. Ah, attaque de Rodriguez. Et preuve que ça ne roule pas non plus très fort dans ce groupe, puisque Carlos Rodriguez est en mesure d'attaquer. Non, ça monte au train, mais on n'a pratiquement rien repris sur Henrik Mas. Donc c'est pour cette raison que le 9e du général passe à l'offensive. Oui, il en a eu marre de se faire attaquer. Ben Illy, l'ancien champion d'Irlande. Alors il place une banderille, lui aussi. Buitrago peut suivre. Valentin Paré-Peintre se déhanche, tente de s'accrocher. On grimace pour Henrik Mas, c'est difficile, elle est là l'attaque. L'attaque de Jonas Vingegaard. Tout de suite, comme souvent, Tadej Pogacar saute dans la roue et semble pour l'instant tranquille. Oh, et Lipovic n'y va pas. Et il laisse Roglic y aller, pardon. On avale Carlos Rodriguez sans problème. On a beaucoup travaillé avec Sepkus. Jonas Vingegaard maintenant dans ses œuvres. Ouais, il fait la grimace, Pogacar. Tout à l'heure, il a fait la grimace. De toute façon, on savait qu'il devait, Vingegaard, mettre sous pression Pogacar. 3,47 avec l'homme de tête. Le groupe Illy coince autour de 45 secondes de retard sur Henrik Mas. C'est reparti pour Jonas Vingegaard. Pogacar ne bronche pas. Pogacar reste dans la roue. Vingegaard accélère une nouvelle fois. Il se retourne. Il évalue. Il en remet une couche. Est-ce que ça va être suffisant? Il se rassoit. Et Pogacar est toujours là. Toujours pas de signe de fébrilité. Non.
Non, mais c'est bien hein, qu'il tente de loin, pas attendre les derniers kilomètres, hein, les 3 derniers avec vent de face, on le sait. Donc voilà, hein, en tête de course, on a passé Chalais-Reynard. Donc dans 3 minutes 30, ce sera beaucoup plus facile pour Tadej Pogačar s'il veut rester dans la roue. Voilà, on y est. On y est, hein. Voilà les arbres, c'est terminé, on y est à la hauteur de Chalais-Reynard. Pour la 3e attaque, voilà, Campenars va rouler. Casque de chrono, je suis prêt pour un chrono, ça va pas être très long. Il a même mis en route le chrono sur le compteur. Il a fait un petit lap. Allez, c'est parti pour le TGV Victor Campenars qui va avoir pour wagon Vingegaard et Pogačar. On n'a plus que 25 secondes hein, pour le groupe Ili derrière. C'est dur pour Mas, c'est dur. Hein. Ouais, c'est difficile. Très dur. On commence à coincer pour Enric Mas. Son visage ne ment pas. Ouais, derrière, Ben Ili a attaqué. Santiago Buitrago est porté disparu. Valentin Paré-Peintre s'accroche dans la roue. Le numéro de l'Irlandais, le numéro du grimpeur français. Elle est là, la victoire française. Et si. Et oui, là, il va en profiter. Il faut qu'il s'accroche, hein, Valentin Paré-Peintre dans les roues de Ben Ili. Buitrago a disparu. Porté par la foule, Ben Ili continue d'accélérer. 24 secondes maintenant avec Enric Mas. Valentin Paré-Peintre pourrait sauver l'honneur côté tricolore en allant chercher la victoire. Mais on n'est pas beaucoup protégé dans la route Ben Ili et le vent de face. 18 secondes maintenant, il ne faut pas craquer pour Valentin Paré-Peintre qui doit aller très très loin dans la souffrance. Quelle étape du Français, quelle étape de l'Irlandais. Ah, il faut rester là, on sent. Il est limite Valentin. Mais c'est le prix à payer pour gagner là-haut. Faut s'accrocher là, faut surtout pas craquer Valentin. Et il est là, il est juste là, il est juste devant l'Espagnol. C'est décisif, 4 km encore à parcourir. 2,20. Et c'est reparti maintenant avec Ben Ili qui attaque sur le côté gauche de la route. Valentin Paré-Peintre a encore de la lucidité et de la force pour tenir la route de l'Irlandais. Ouais, l'Irlandais, on le rappelle, était dans l'échappée avec l'objectif de reprendre des places au général. Mais je pense que la formation IF lui a dit, bon c'est bien, tu vas reprendre du temps, mais maintenant c'est la gagne. Il faut gagner là-haut. Il est prêt à perdre quelques secondes, hein. Ben Ili, se relever et tenter de flinguer hein, ses adversaires. Alors, voilà, c'est la gagne. Pour épauler Mikel Landa. Oui, mais voilà. Et attaque de Vingegaard. Fracture du col 6, c'est reparti pour Vingegaard. Et de 3. Et de 3. Est-ce que la 3e sera la bonne? Pogačar, couché sur sa machine, qui résiste pour l'instant. Thymen Arensman est complètement digéré. Vingegaard en remet. Et ça ne lâche pas derrière. Ça ne lâche pas. Le sparadrap jaune. Ouais, mais au moins il a tenté. Hein, une fois, 2 fois, 3 fois. On ne pourra pas lui faire ce reproche. Il avait réussi à faire craquer Tadej Pogačar à 600 mètres de la bascule en 2021. Il reste encore 4 km pour ces deux-là. Il se retourne une nouvelle fois. Le coup psychologique. Pogačar est toujours là, répond à toutes les attaques. Et également pour le podium et le maillot blanc. Et l'attaque de Valentin Paré-Peintre, 2 km 800. Et on répond du côté de Ben Ili. À chacun son tour. Hein. C'est vrai que j'avais le sentiment que Valentin Paré-Peintre calquait sa course sur Ben Ili. Ouais, il met son va-tout, Valentin Paré-Peintre, il fait craquer Ben Ili. Encore. Il faut enfoncer le clou, Valentin, il n'y arrive pas. La réponse de l'Irlandais. Ah, l'Irlandais, on le connaît, il lâche rien. Mais Ben Ili, il va même contrer. Oh là 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 là, mais quel duel entre ces deux-là. Mais Valentin, c'est de la même trempe. Là non plus, ça va pas lâcher dans la tête. C'est un ténor, Valentin Paré-Peintre. Allez, un petit compte de Valentin. À toi, à moi. Ah bah Enric Mas, il regarde ça. Il dit non, mais moi je peux pas jouer à ça. Je vais monter au train et on verra bien. Et devant, on est parti pour des intervalles. Maintenant, on se regarde. Ah, c'est à l'ancienne, hein. C'est vraiment complètement à l'ancienne. Hein. On sait maintenant que les grimpeurs regardent leur capteur de puissance, on reste toujours à un seuil. Là, on passe de 17 km/h à 25 ou 30 en très peu de temps. Ah, il faut récupérer un petit peu. Alors là, on a 2 très bons punchers. Il suffit de regarder les attaques violentes de Ben Ili et de Paré-Peintre pour se dire qu'il y a match, hein, ça va être à la fraîcheur. Et très bon retour. Attention, 2 hispanophones. Santiago Buitrago, Enric Mas. On se regarde devant. On est les 2 plus forts, hein, Ili, Paré-Peintre. Mais attention, parce que dans le dernier kilomètre, à 4, c'est différent.
Ouais, Buitrago, on parlait de pointe de vitesse, de punch. Bon, on a senti quand même que physiquement, il était en dessous du français, en dessous de l'irlandais, mais à 1 kilomètre de l'arrivée, un peu plus d'1 kilomètre, on redistribue les cartes. Oh là là, on n'est pas à l'arrêt, mais presque. Regardez le long de la barrière. Chacun continue de s'observer. Et n'enterrons pas ces deux-là. Parce que là, on grappille seconde après seconde. Attention, attaque de Poggi. C'est parti pour Pogacar. Il a résisté par 3 fois aux attaques de Vingegaard. C'est à lui de penser sa banderie. Et Vingegaard est toujours dans la roue, mais perd centimètre après centimètre. Et la victoire d'étape aussi, là, attention. 1 km 200. Ah, il n'a pas réussi à le décrocher. Ça, c'est une bonne chance pour le groupe de devant. Mais attention à se contrer. Julien Alaphilippe, repris par le maillot jaune. Un petit compte de Vingegaard. Eh oui, la 4e. Et devant, on n'attend pas Valentin Paré-Peintre, juste avant la flamme rouge qui accélère. Terminé pour Henrik Mas. Vingegaard qui contre. Oh là là, c'est derrière un coup à toi, un coup à moi. Est-ce que Pogacar va lui en mettre une petite? Attention devant avec Santiago Buitrago qui accélère. Ben-Ili tout de suite dans la roue. On passe sous la flamme rouge. Le dernier kilomètre, l'instant de vérité. Le Mont Ventoux pour aller chercher une victoire de prestige. Le Tour de France, la 112e édition. Un Français dans le match. Ilan Van Wilder qui revient derrière. Le retour de Van Wilder. Il va rouler pour Paré-Peintre. Et ça, on peut se retrouver en supériorité numérique pour la Soudal Quick Step. On a déjà 3 victoires d'étape. Et on est en situation favorable. Les 700 derniers mètres. Et elles sont terribles, hein, ces dernières pentes, ces derniers hectomètres ici au Mont Ventoux. Ils ne peuvent pas rentrer, c'est pas possible. Alors que Ilan Van Wilder est rentré sur la tête de course. Mais quel finale. Allez, on y va. Allez, le petit geste de la tête de la part du Belge pour emmener avec lui Valentin Paré-Peintre. Allez Valentin, 16e étape, la chance française. Ah, Ilan Van Wilder qui est venu sur le tour dans un rôle d'équipier pour Remco Evenepoel. Et bien là, il est dans un rôle d'équipier pour Valentin Paré-Peintre. La pression sur les épaules du Français qui va jouer la victoire au sommet du Ventoux. Sur les routes du Tour de France, avec un équipier pour se sacrifier. Quelle fin de course, quelle fin d'étape. Les 500 derniers mètres. Ouais, la gagne, ça va se jouer. Hein. Derrière, on se marque. Vingegaard et Pogacar se sont neutralisés. Pas lancé de trop loin. Les 150 derniers mètres sont bien suffisamment raides pour attendre au dernier moment. Et cette dernière épingle droite aussi, hein, qui pourrait être cruciale aujourd'hui. Ouais, c'est là qu'il y a les plus forts pourcentages dans le virage, là. Ça va être un sprint à l'arraché. Ilan Van Wilder continue d'emmener les 400 derniers mètres. Ben-Ili, Valentin Paré-Peintre. Méfions-nous de Santiago Buitrago. Le cœur à 190 pour tous les spectateurs, pour vous devant votre télé, pour les coureurs, pour Valentin Paré-Peintre en 3e position. Alors, on va y arriver dans cette courbe à droite et le dernier mur qui va nous amener sur la ligne d'arrivée. Et on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est long, c'est très très long. Il va falloir être patient et il va falloir se faire très mal. Allez, c'est parti. Avec Ben-Ili le premier à décoller. Paré-Peintre dans la roue. Buitrago accuse le coup. Allez Valentin. Allez Valentin. Au forceps, au mental. Il reste encore du temps. Il baisse la tête. Ben-Ili est très fort. Il a déjà connu la victoire à Vire. C'est là. Là, il y a encore du pourcentage. Est-ce qu'il va réussir à remonter? Valentin Paré-Peintre, le Savoyard qui remonte pour la victoire d'étape. Ça va jouer à rien avec Ben-Ili. Paré-Peintre fort. Paré-Peintre très fort. La France qui gagne au sommet du Ventoux. Magistral, Valentin Paré-Peintre. Énorme. Le 21e et dernier chapitre d'un livre qui nous aura passionnés, tenu en haleine durant tout ce mois de juillet. La 112e édition du Tour de France va marquer son épilogue. Tadej Pogacar et son équipe savourent une 4e victoire sur les routes du Tour de France, tend les bras aux Slovènes. Une information vient d'être donnée par Thierry Gouvenou. On va geler les temps au 3e passage sur la ligne. C'est-à-dire que les 3 derniers tours, Tadej Pogacar, lorsqu'on aura fait les 3 premières boucles dites traditionnelles des Champs-Élysées, le circuit d'un peu moins de 7 km, on aura donc à 45 km de l'arrivée, les temps seront gelés. Il faudra faire la distance, mais Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard peuvent terminer à 20 minutes des premiers. Ils seront dans les temps du vainqueur. Souvent l'équipe du maillot jaune passait en tête
au premier passage sur la ligne, on avait les premières attaques. Mais là, il y a déjà une petite cassure. Donc, qui va oser lancer des premières offensives pour l'instant? Personne. Jonathan Milan vient faire le ménage. Ils sont partant en première position. Ah oui, puisque la ligne est après plus loin, d'accord. Oui, Okay, c'est un peu plus haut. Autant pour nous. Abrams. Elle est là. Abramsen, il comprend pas Milan. Il le regarde, mais pourquoi? Oui, il a cassé mon classement. Parce que là, sinon, c'était encore Jonathan Milan, Binyam Girmay et Anthony Turgis. C'est Abramsen qui a semé la zizanie dans mon classement. Mais par contre, on en a des crevaisons. On a eu O'Connor, Storer, Romain Grégoire. Et on relaie avec Lipovitz qui a pris une petite longueur d'avance. Il voulait vraiment s'assurer que Only ne l'attaque pas. Non, mais c'est bien, il fait la course aussi, Florian Lipovitz. C'est vrai que c'est un coureur sacrément offensif. Et dans 100 mètres maintenant, Tadej Pogačar va remporter son 4e Tour de France. Il est à l'avant du peloton, encadré par ses équipiers. C'est officiel. Tadej Pogačar vient de remporter son 4e Tour de France. Les temps sont gelés. Le petit bémol, il faut quand même qu'il termine l'épreuve. Oui. Échappée reprise. Lipovitz Simons rentre dans le rang. Le peloton a accéléré. Et on va aller découvrir donc ce nouveau circuit concocté par ASO à l'occasion de la 21e étape de ce Tour de France. Petit changement de direction. Et on y est. C'est parti. Et Julien Lafilippe l'aborde particulièrement bien placé en 2e position derrière Marco Haller. On a répondu présent au niveau du public. Regardez ce monde. Un km 100, 5,9% de moyenne. Les petits pavés et la ferveur. Pogačar il est là. 7e position. Prêt à dégainer. On va regarder évidemment le peloton, l'arrière du peloton n'est qu'au pied. Là, je pense qu'on va avoir des cassures, des coureurs qui vont se relever. Et même déjà des cassures au-delà de la 40e place. Ça monte très vite. Milan se bat, hein, il est toujours là. On fera le point haut et la première attaque. C'est Julien Lafilippe qui dégaine. Arnaud Delis dans la roue. Victor Koppenarts qui suit avec Van Aert. Ouais, il l'avait annoncé, hein, les Tudors, avec le gros travail des équipiers comme Dainese. Delis complètement retrouvé. 400 mètres d'ascension encore. Lafilippe insiste. Ce qui est sûr, c'est qu'Arnaud Delis est bien mieux qu'hier. Hein. Là où il a traîné sa misère, le premier attaquant de cette butte de Montmartre, c'est Julien Lafilippe. Ouais, Arnaud Delis attendu par Grignard, attendu par Sepúlveda pour terminer l'étape dans les délais, pour pouvoir faire cette dernière étape, pour pouvoir être acteur là dans Montmartre. À l'arrière, terminé pour Ivan Romeo après sa lourde chute. Lafilippe insiste, Delis suit et c'est Tadej Pogačar qui répond derrière. Les punchers sont à la fête. Et attention à la descente, j'espère qu'il n'y aura pas de trace d'humidité dans la descente. Oh là là, c'est un par un, il reste 40 km. Van Aert, Pogačar, on se marque. Un petit compte de Tadej là-haut. Ah bah Julien, quand il va se retourner, il va dire bon bah ok. Le tri sélectif a été entamé. Bah respect Tadej Pogačar, il sait qu'il a gagné le tour. Mais comme on disait, hein, il aime jouer et là il continue à jouer. Prend un petit point pour le grimpeur. Pogačar fait la course. Les sprinters sont accrochés. On a vu là l'Érythréen Binyam Girmay. C'est humide, hein, c'est humide. Hein, attention. Mais quelques pour. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais là sur ce genre-là, voilà, ça passe. Avec ce petit dépôt aussi hein, qui vient des arbres et qui pourrait rendre la chaussée encore plus glissante. C'est Ballerini qui s'est accroché là juste devant Julien Lafilippe. Arnaud Delis qui fait l'effort. Kevin Groves également pour essayer de rentrer. Retour place de la Concorde, on va remonter les Champs-Élysées. Par contre là. Et oui, les premières gouttes sur les caméras et surtout ce ciel extrêmement menaçant au fond là. Et ça pourrait tout changer. Ouais, regardez, il y a des parapluies qui commencent à s'ouvrir hein, au niveau des espaces VIP. Bastien Tranchon a encore de l'énergie dans cette 21e étape. Il anticipe. 2 passages dans Montmartre encore. 27 km 400. Le groupe maillot vert qui perd du temps. Et la pluie qui continue de s'abattre sur Paris.
et de rendre indécise cette fin d'étape, cette fin de Tour de France. Je regardais, hein, parmi les 10 premiers au classement général, seuls 2 ont joué. C'est évidemment le maillot jaune, Tadej Pogačar, et Kevin Vauquelin, 7e. Les autres coureurs du top 10 ont préféré ne pas prendre de risques, semble-t-il. Allez, le Moulin Rouge, et on y retourne. Une deuxième dose de Montmartre. Oula. Campenarts l'aborde en tête, Jorgenson, on se replace avec Tadej Pogačar qui fait la course, maillot jaune sur les épaules, Girmay remonté pour essayer de tamponner les sprinteurs face aux punchers. Et le public, en folie, qui hurle, deuxième passage dans la butte Montmartre. On cherche Van Aert, hein, côté Jorgenson, mais il est mal placé, Wout Van Aert. Il doit remonter. On accélère avec Tadej Pogačar. Deuxième couche. Coincé dans la roue Davide Ballerini, Matteo Jorgenson réagit, Kevin Vauquelin se bat juste derrière. Et on accélère franchement maintenant pour le maillot jaune. On est même en montée, hein. On sent bien qu'on est sur des œufs. 400 mètres, il veut basculer en tête, Tadej Pogačar, faire un nouvel écrémage. Évidemment, le public qui est là depuis tôt ce matin, il se régale à voir le maillot jaune sous la pluie, accéléré sur la première ascension, accéléré sur la deuxième ascension. Et ça fait des dégâts derrière, on explose avec Nelson Paules, c'est difficile, on s'accroche, des cassures. Wout Van Aert remonte, ils ne sont plus que 5, 6, 7 à pouvoir suivre. Sauf qu'il peut, Mohoric a complètement explosé. Ouais, Trentin lui aussi a bien récupéré de son étape de hier avec Ballerini. Il y a Clément Russo qui est juste derrière, il doit être à 2-3 secondes, le coureur de la Groupama FDJ. Les 200 derniers mètres, on fera l'appel en haut, mais ils ne seront pas nombreux. Voilà, on rentre sur la toute petite rue. Attention, le petit droite après. On va passer devant le Sacré-Cœur. Attention, là c'est très piégeux, ça y est, on a fait le plus dur. Le petit point pour Pogačar. Assurer son maillot à poids. On fait les comptes, Tadej Pogačar, Davide Ballerini, le doublette de la Visma, Jorgenson, Van Aert et Matteo Trentin. Seulement un petit groupe au sommet. La cloche qui retentit, le dernier passage sur la ligne, 16 km 800 pour aller chercher une victoire de prestige. La cerise sur le gâteau pour Tadej Pogačar. Le gâteau pour le reste de ses compagnons d'échappée. Un peu plus de 10 km, l'attaque de Matteo Jorgenson, tout de suite pris en chasse par Matej Mohoric. Les grandes manœuvres commencent. Ouais, on va jouer la loi du nombre. Parce qu'on veut peut-être arriver au pied de la bosse avec quelques mètres d'avance sur un Tadej Pogačar très remuant. Ça risque de désorganiser aussi ce groupe. Les poursuivants pointent à 35 secondes. Jorgenson en tête, Mohoric a répondu. Davide Ballerini veille. Que là, Tadej, il va pas se poser la question. Allez, du bas jusqu'en haut, il va monter à bloc. Et cette fois-ci, Van Aert est dans la roue, il ne se fait pas piéger. Allez, c'est parti, du bas jusqu'en haut. Il va faire craquer tout le monde. Van Aert en apnée, Mohoric juste derrière. Bon courage messieurs, rendez-vous en haut. Attention, la relance, il y a encore un grand virage droite, ça glisse. Et seulement après, les passages à 10%. Encore un petit à droite pour les coureurs. Et il pourra y aller. Oh là là, ça va vite. Oh, ça va vite. Van Aert au rupteur aussi. Pogačar qui continue d'accélérer. Le monde qui hurle autour. Ouais, ça casse pour Mohoric. Oh, terminé pour le Slovène là. Arrêt buffet. Trentin en difficulté. Pogačar et Ballerini qui tardent, qui dure, c'est dur de s'accrocher. Pour l'instant, Van Aert fait de la résistance. Il remonte au pédalier. Il accélère Van Aert. Il termine bien ce Tour de France. Pogačar s'accroche. Ballerini fait de la résistance, mais c'est trop dur pour l'Italien. Van Aert en seigneur. Eh oui, qui a mis même quelques longueurs à Tadej Pogačar. Il fait craquer Pogačar. Une image rare. Pogačar qui craque à la pédale. Il est là le plan. Et Van Aert accélère, il va basculer en tête. Encore 200 mètres. Incroyable, hein, cette image. Et meilleur descendeur peut-être que Tadej Pogačar. Est-ce qu'il peut s'imposer en solitaire? Pogačar est toujours là menaçant. Mais il y a eu la cassure. Pas de risque dans la descente non plus. Ni pour lui, ni pour Pogačar. Énorme contre d'un Wout Van Aert. Oh, quelle montée de la part du Belge. Il n'a pas dû comprendre, hein, Pogačar. Et on va rentrer peut-être même sur Tadej Pogačar avec Mohoric, Jorgenson et Ballerini. Ouais, il abdique Pogačar. Il ne pourra pas rentrer. Et ça sent bon pour Wout Van Aert. La Visma qui va terminer de la plus belle des façons.
Et Wout van Aert, après 2021, peut aller remporter une nouvelle victoire sur les champs. Ça ne collabore pas. On s'enterre. On l'a senti, hein, il la voulait, hein, cette victoire. C'est terminé. Il voulait plus la victoire aux Champs-Élysées que, par exemple, à La Plagne. C'est assez surprenant. Il a tout mis en œuvre pour gagner la dernière étape sur les champs, alors qu'il avait quasiment course gagnée sur des étapes de montagne, comme à La Plagne. Mais il ne la gagnera pas. Il a été battu par plus fort, Pogačar, aujourd'hui. Allez, dernier virage droite. Et les Champs-Élysées pour lui. Seul, il va pouvoir profiter. La plus belle avenue du monde, il l'a privatisée. Il l'a privatisé au prix d'un exploit physique. Sortir Tadej Pogačar de la roue. Il peut sourire, Wout van Aert. Il peut souffler. C'est là, c'est au bout. Oui, monsieur. La 51e victoire de sa carrière. Toutes les souffrances qui remontent. Ces blessures qu'il a cicatrisées. Les critiques qu'il a essuyées. Aujourd'hui, il était fort. Il était très très fort, Wout van Aert, au point de faire craquer Tadej Pogačar. Il se retourne, il sera seul sur la photo. En pleurs, Wout van Aert, les émotions. Oui monsieur, une deuxième victoire sur les Champs-Élysées. Celle-là, il savoure, il profite, il est grand, Wout van Aert. Bravo, bravo Wout van Aert. Et la signature, debout sur les pédales. Les routes canadiennes, les routes de Québec, le Grand Prix cycliste de Québec, édition 2025. 14e édition de ce rendez-vous de l'autre côté de l'Atlantique avec un beau plateau cette année. Et surtout une nouveauté sur le circuit, sur le tracé de Québec. Si vous n'étiez pas présent avec nous depuis le départ sur HBO Max, on va tout vous dire, évidemment en compagnie de Steve Chenel, que l'on salue une nouvelle fois. Salut Steve. Salut Simon. Avant ça, on va parler de la course déjà, parce qu'on voit l'image. Exact. Donner la situation de course, on était sur une course. Courageux. Voilà, 4 courageux qui sont partis dès le départ avec les 2 représentants de l'équipe nationale du Canada, catégorie U23. C'est eux qui ont lancé le coup dès la première seconde de course. Distance totale de 216 km aujourd'hui, 18 tours de circuit. Et ces 2 coureurs de l'équipe canadienne, Philippe Jacob et Félix Bouchard, qui roulent dans un club français le reste de l'année, eh bien ils ont été rejoints par l'Italien Luca Vergalito, qui était d'ailleurs au début de la Vuelta cette année. Et puis enfin Philippe Macédiuk, le Polonais. Voilà pour l'identité des 4 hommes qui sont donc partis dès le début, dès la première seconde, et qui ont atteint maintenant un écart maximal autour des 6 minutes 10. Ouais, parce que là on comprend bien. Attention. Du côté de chez Uno X, là la course est lancée et pour l'instant c'est le seul qui est représenté dans les 30 premiers. Alors on a Philippe Macédiuk à l'avant pour la Red Bull Bora, mais malgré tout derrière on continue à faire la course. Là par contre j'avoue que je l'ai pas du côté de Laurens Pitty. Ça revient à hauteur du coureur néo-zélandais. Ça y est, il va obtenir du monde pour rouler avec lui, mais justement, pourquoi vouloir rouler alors qu'il a un équipier à l'avant? Passer à Tronchon, c'est pareil, on a un coureur Alpecin de Koenig alors qu'on a Vergalito devant. Alors c'est McNulty ou Pollitt en 4e position. Et c'est déjà Julien Lafilippe qui bouge. Non, j'avoue que là je suis très surpris de la manière dont il court. On sait qu'un Julien qui se sent bien, il a toujours peur de louper le bon coup. Mais c'est quand on est bien qu'il faut être au millimètre. Quand on n'est pas bien, il peut courir comme ça. Alors peut-être qu'il n'est pas bien et qu'il se dit si je veux peser sur la course, peut-être que j'attaque de loin, je fasse des efforts, je sais pas. J'avoue que là, je l'ai pas du tout. Alors là, il est dans cette échappée. Il ne roule pas, ok, mais il est moins bien abrité que dans un peloton. C'est la montée de trop pour le jeune Canadien Félix Bouchard, le pensionnaire du club français Marlienside, basé à Vittel.
Il n'a pas pu suivre cette fois-ci. Ils ne sont plus que deux à l'avant. Le Polonais Majiczuk et Vergalito, l'Italien. Ouais, deux équipes World Tour qui ouvrent la tête de course dans ce petit groupe qui tourne à gauche également. On a le groupe Bastien Tronchon, Julien Alaphilippe, Pavel Sivakov côté français qui entame aussi cette bosse, et on a le peloton avec les favoris, les Van Aert, les Dely, les Pogacar. On était à une cinquantaine de secondes de ce groupe. Tiens, Alex Bonin également côté IF là dans la roue en deuxième position, lui aussi formé en France à Villefranche il me semble. Mais ça y est, là 31 km de l'arrivée, on devrait commencer à assister à des offensives au sein de ce peloton. On a encore 3 montées, on le rappelle. Cette montée là, on annoncera les 2 derniers tours. La montée avec la cloche au-dessus et l'arrivée. Et Mathias Skelmose qui insiste, et derrière, ça y est, on accélère pour la formation Jaiko Alula avec Quinn Simmons en deuxième position. Ouais, Tim Wellens s'y retourne. Jonas Abrahamsen sur la gauche de votre écran pour la formation UNOX. Et là on va voir, en une montée, le temps qu'on peut reprendre. Regardez, il y a une cassure. Eh oui. Derrière, justement, Van Aert et Poggi. Ils sont là, ils sont bien là. Écart sur la ligne. Ils sont là, clac avec Van Aert. À peine sous la minute. Ça revient, ça va rentrer. 50 secondes, écart de 50 secondes. Au passage, et il reste 2 tours complets à fournir. On a toujours les 12 hommes à l'avant. 50 secondes d'avance sur le peloton. Ça craque pour le coureur Ineos, et ça part fort. Encore une fois, Tim Wellens. Ça y est, il est eu à la roue. Eh oui, une chute à l'amorce de la montée. Guillaume Boivin. Il faut vite retrouver les UAE parce que ça y est, c'est lancé pour Tadej Pogacar, et Wout van Aert n'est absolument pas en marquage. Non. Mal placé au virage gauche, Wout van Aert, pardon. Oh, c'est Jonas Abrahamsen. Abrahamsen et Paul Lapera. Oh, le français, il a l'air bien. Ça part fort pour Tadej Pogacar. Et Binyam Girmay. C'est Binyam Girmay qui est encore là, capable de suivre. Alors ça, c'est une sacrée perf. Ah ouais, non mais là il marche. Et ils vont les récupérer. Mais alors Wout van Aert est battu, piégé par le mouvement des UAE. Allez, le groupe devant pour aller chercher le dernier tour. On n'a pas entendu de cloche. Et c'est bien le dernier tour qui va être relancé maintenant également par Tadej Pogacar. Pogacar, Girmay, Lapera, Abrahamsen, Meurice. Et le passage à 20 secondes du groupe de tête. Attention, virage gauche. Allez, là, on a une grosse relance avec faux plat montant qui fait très très mal. Et à l'avant, il fait mal à tout le monde. Là, il fait mal à tout le monde, Tadej Pogacar. Mais à faire ça, par contre, à montrer qu'il est au-dessus, qu'il veut les faire sauter, on va plus vraiment rouler avec lui. Il faut qu'il garde McNulty par contre. Mais là, à 5 bandes de l'arrivée, il est dans le groupe de tête. Eh oui. Avec McNulty qui va. Il avait peut-être ce coup d'avance dont parlait Jackie tout à l'heure. Jackie D. On va voir si notre Julien est capable d'aller chercher la gagne aujourd'hui. On l'espère, on lui souhaite évidemment. Qu'est-ce qu'il fait Tadej Pogacar? Il se relève là. Tadej Pogacar se relève. Il veut faire rouler les mecs avec lui. Ah bah oui, mais... En train de parler à l'oreillette. Voilà, McNulty, vas-y gros, je pense à toi. Et Paul Lapera qui craque. Paul, il veut gagner aussi. Paul, il sent qu'il a la canne. Par contre, il y a du monde pour rouler maintenant derrière Girmay, Paules et McNulty. Et devant, ça part aussi. Attention, avec un Julien Alaphilippe calé dans la roue. Alors là, ce serait le coup parfait aujourd'hui. Ah bah le coup du siècle. Julien Alaphilippe qui s'est retrouvé dans le groupe de contre à 80 km de l'arrivée quand même. 2 bornes, si l'écart est juste,
Ça peut le faire, mais il faut vraiment faire une très très belle montée, pas se regarder. Parce que derrière, il y a des équipiers qui vont se sacrifier. Et on va avoir une montée, pied plancher. Allez, ça vire à gauche pour Bettiol, Alaphilippe et Sivakov. Un trio avec de la marge, mais ça arrive déjà plein balle derrière. C'est maintenant sur cette montée que tout va se décider. Allez, Mohoric, Schelmose. Elle est longue cette montée, elle est très longue. On est dans les pourcentages les plus raides, là où ça correspond le mieux à Julien. Qui en met une petite. Ah oui, Julien Alaphilippe, l'accélération, il est en train de lâcher tout le monde. Julien Alaphilippe prend quelques mètres d'avance. Peut-il résister à tout le monde? Il a fait la différence, en tout cas sur ses deux partenaires. Et c'est surtout la partie la plus raide. C'est surtout derrière que l'on regarde également. Pour l'instant, personne revenu encore sur Bettiol et sur Sivakov. Et il reste 1,3 km. Et on voit rien derrière. Et c'est encore long, 1,3 km. C'est très très long. C'est Pogacar qui égale tout le monde. Il s'en fout de pas gagner. Non. Eh oui, Pogacar va pas y aller, va pas aller chercher la place aujourd'hui. Il se dit que ça ne vaut plus la peine. Ça va faire les affaires de Julien Alaphilippe tout ça. Allez, pas se coucher. Allez, 500 mètres, c'est encore long. Bettiol qui va lancer. Allez, Julien, faut le faire le français. Sivakov pour le doublé français peut-être. Derrière, le casse du siècle. Derrière ça ne rentrera pas. Derrière ça ne jouera pas. Julien Alaphilippe va-t-il garder l'avantage? Bettiol se rapproche, j'ai l'impression, mais on est à 300 mètres, moins de 300 mètres. Ça va faire incroyable scénario. Le casse de l'année. Un scénario complètement fou. On s'attendait à une arrivée différente sur ce Grand Prix cycliste de Québec. Il n'est plus qu'à quelques mètres. Sivakov va lancer. Sivakov peut-être pour battre Julien Alaphilippe. Et non, personne n'ira le chercher. Quel numéro incroyable. Julien Alaphilippe remporte le Grand Prix cycliste de Québec. 80 km à jouer comme ça entre deux eaux. Et à l'arrivée, c'est lui le plus fort, c'est lui le vainqueur, c'est lui qui a eu raison. Bon, une fois dans une carrière, ça marche. Une fois dans une carrière, merveilleux, ça marche. merveilleux.